Bonjour Éric Zemmour, Bonjour. merci beaucoup de nous recevoir. Je vous en prie. Je suis honoré et toute l'Institut pour la justice est très heureuse que vous ayez accepté de répondre à nos questions sur votre programme justice et sur votre vision de la justice, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. On va peut-être aller plus vite sur la partie qui fonctionne. Et donc, je vais tout de suite commencer avec notre première question. Quel est votre constat de manière générale sur la situation de la sécurité ou de l'insécurité en France ? Si vous voulez, nous avons une situation gravissime et qui est aggravée encore par le déni que manifestent nos élites et nos gouvernants, nos médias depuis 30 ans, depuis 40 ans, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs. L'insécurité n'est pas un sentiment, contrairement à ce que croit Dupond-Moretti, qui d'ailleurs recycle des expressions des années 80. C'est une réalité, malheureusement. C'est une réalité cruelle pour tous ces gens qui se font agresser, ces vieilles dames qui n'osent plus mettre leurs bijoux, ces jeunes filles qui n'osent pas s'habiller comme elles le veulent, qui réfléchissent pendant des longues minutes pour savoir si elles peuvent mettre une jupe pour aller dans tel quartier ou dans quel endroit. Vous savez, pour moi qui ai grandi dans les années 70, ça nous paraît mais inimaginable. Et donc, et je ne vous parle pas des choses les plus graves, des meurtres. J'avais rencontré, je crois, dans le sud-ouest, cette pauvre Madame Monguillot, qui était la veuve, vous savez, du chauffeur de bus à Bayonne, et qui m'avait expliqué son drame. Son mari est mort pour rien, par la violence de racailles qui l'ont agressé. Vous voyez, aujourd'hui, on en est là. On peut mourir pour rien, pour une cigarette qu'on refuse, pour un regard qui ne plaît pas à une bande de racailles. Des choses inimaginables il y a encore 30 ans. Ça, c'est une première chose. On le voit dans les chiffres d'ailleurs, même s'ils sont plus ou moins arrangés. On voit bien que la France est particulièrement en pointe, qu'il y a dans tous les pays d'Europe, qu'il y a une explosion de tous les délits, les vols, les viols, les meurtres, etc. Même le taux de meurtre, vous savez, M. Alain Bauer a un taux comme ça qui a remonté depuis 30 ans, qui a doublé, je crois, en 30 ans, 40 ans. Donc la situation est claire pour ceux qui veulent voir, elle est nette. Nous vivons, encore une expression qui a été refusée, un ensauvagement général de la société. Et dans cet ensauvagement, pour vous, quel est le rôle qu'a joué la justice ? Alors, moi je vais vous dire, je pense qu'il y a deux causes majeures à cet ensauvagement. La première, c'est l'immigration. C'est clair, c'est net. L'immigration a été un terreau, le terreau majeur, le terreau d'ailleurs, sans mettre d'article indéfini, le terreau de cette explosion d'immigration, de violence et d'insécurité. Et la seconde, si vous voulez, comme le nitrate et la glycérine qui font la nitroglycérine et ça explose, c'est le comportement de la justice. Et le comportement de la justice, il doit être apprécié, d'après moi, à différents niveaux. Le premier, c'est idéologique. Partons du plus haut, du plus abstrait plutôt, jusqu'au plus concret. Le plus haut, c'est l'idéologique. Depuis les années 60, vous connaissez la fameuse arronde de Baudot du syndicat de la magistrature dans les années 60 qui disait aux magistrats qu'ils étaient les nouveaux rois capétiens et qu'ils devaient protéger les faibles contre les forts, les pauvres contre les riches, les femmes contre les hommes, les enfants contre les pères, les immigrés contre les Français, etc. Les accusés contre les victimes. Exactement, les coupables contre les victimes, évidemment. Bon. Ça, c'est l'idéologie. Alors on me dit toujours, oui, mais le syndicat de la magistrature ne fait que 25%, en gros, des magistrats. Certes, mais on oublie de dire, et je connais bien un autre exemple, c'est pareil dans les médias, c'est pareil dans les écoles de journalisme. L'ambiance idéologique est dominée par ce syndicat, qui ensuite convainc tous les autres. C'est le bain culturel dans lequel vivent tous les magistrats. On le voit dans les positions prises par le syndicat majoritaire, qui ne sont pas très éloignées en vérité du syndicat de la magistrature, hormis quelques outrances. Maintenant, il y a évidemment des magistrats qui résistent à cette idéologie, comme dans les écoles de journalisme, comme dans les écoles, vous voyez, comme dans tout le reste, comme chez les profs, etc. Bon. Mais ils sont une minorité. Mais ils sont d'autant plus méritants et valeureux. Ça, c'est la première chose. L'idéologie bienveillante. Vous savez, l'autre jour, j'étais avec des policiers.
L'un d'eux me racontait de façon vraiment éplorée l'histoire qui lui était arrivée. Il avait été agressé par des racailles qui lui avaient lancé dans sa voiture un cocktail Molotov. Il avait failli mourir. Il avait été brûlé. Enfin bon, je vous passe. Et ils arrivent au tribunal. La présidente du tribunal l'ignore superbement, ne le calcule pas, comme disent les jeunes. En revanche, elle s'enquiert auprès de la jeune racaille qui était là, et elle lui dit « Mais vous savez vous servir d'un cocktail Molotov? Enfin, vous auriez pu vous blesser. » Là, je dois dire que les bras m'en sont tombés. Ouais. C'est-à-dire que là, vraiment, vous voyez, c'est ça aujourd'hui, l'ambiance dans beaucoup de tribunaux. Bon. Après, il y a les moyens matériels. Tout le monde le sait, il n'y a pas assez de places de prison, tout le monde le sait. Beaucoup de magistrats à qui veulent réprimer, on leur répond, mais ça ne sert à rien, il n'y a pas de place en prison, donc tu peux les libérer, ou tu peux mettre un bracelet, ou tu peux mettre des solutions alternatives. Ça existe. Troisième raison, la loi. C'est-à-dire que de loi Perben, la loi Dati, à la loi Taubira, Belloubet, il n'y a pas encore de loi du Pont-Maritime, ça ne saurait tarder. Tous les gouvernements ont réduit les peines et ont encouragé les magistrats à ne pas prononcer ce qu'on appelle les petites peines. Voilà. Je crois que c'est les trois grandes... Donc, en fait, vous allez m'interroger, mais vous allez comprendre qu'il faut évidemment répondre à ces trois domaines. Absolument. Alors, premièrement, en termes d'idéologie, il y a des choses que vous préconisez. Vous avez parlé du constat sur lequel nous sommes d'accord. Et est-ce qu'il y a des mesures dans votre programme qui permettraient de remédier à cette question-là, au problème de l'idéologie chez les magistrats? Alors, c'est difficile parce que je n'ai en même temps, si vous voulez, je reconnais que souvent, la plupart du temps, les magistrats ont une bonne culture juridique, que leurs procès sont juridiquement bien conduits, qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et jeter le NM avec l'eau du syndicat de la magistrature. Ouais. Donc vous voyez, il faut essayer d'être le plus intelligent possible. Ouais. Voilà. Ce que je pense, c'est qu'il faut ouvrir davantage la diversité et, puisqu'on parle tout le temps de diversité, moi aussi je vais en parler, la diversité et du recrutement des magistrats et de leur formation. Donc je pense qu'à l'ENM, il faut davantage de professeurs, d'éducateurs qui sont d'un bord différent que celui de la gauche bien pensante et moralisatrice. Deuxièmement, les magistrats se plaignent à juste titre d'être le domaine le moins bien doté d'Europe, financièrement et matériellement. Ils ont tout à fait raison. Ils sont surchargés d'affaires, ils ont tout à fait raison. Donc pour cela, je propose le recrutement de 3000 magistrats et de 3000 greffiers. 3000 magistrats qui ne seront pas pris seulement dans l'École nationale de magistrature, mais qui seront pris dans des professions comme d'anciens policiers, d'anciens gendarmes, d'anciens avocats, qui pourraient permettre ainsi d'ouvrir davantage le panel et la sociologie et donc l'idéologie de ces magistrats. Dernière chose, lors des stages de l'école de la magistrature, j'ai remarqué que les stages chez les avocats duraient plusieurs mois, alors que dans la police, ils ne duraient que quelques jours. Je propose au minimum d'égaliser les stages dans la police et la gendarmerie. Moi, je serais d'ailleurs favorable à ce qu'on inverse le rapport. Mais bon, on en est loin. Ouais. On en est loin. Alors, deuxième domaine, les places de prison. Je propose la création modeste, mais donc je crois raisonnable, de 10 000 places de prison. Macron en avait proposé 15 000 et il finira à 3 000. À peine. Je pense qu'il n'a pas eu la volonté de le faire. Par ailleurs, pour être tout à fait honnête, je sais que peu de maires sont favorables à ce qu'il y ait une prison chez eux. Et ça retarde l'érection de prison. Ce que je propose donc pour accélérer et pour permettre de libérer des places de prison, et en plus ça correspond à ma philosophie, c'est de renvoyer les délinquants étrangers. Aujourd'hui, il y a 25% de délinquants étrangers contre 7% dans la population. Ça fait à peu près entre 10 et 15 000 personnes
que nous expulserons vers leur pays d'origine. Par ailleurs, j'établirai la déchéance de nationalité pour les binationaux qui sont criminels ou qui sont coupables de 3 délits. D'accord. Eux aussi seront déchus de leur nationalité et donc expulsés. D'accord. Je pense que ça libérera beaucoup de place. Dernière chose, si vous me permettez, la répression. Puisqu'on a, vous voyez, je suis mon idée. Vous me dites si vous voulez me poser d'autres questions. Hein, mais non, mais je pense vous y répondez. Bon, très bien. La répression, il y a évidemment un laxisme judiciaire qui, là aussi, se situe à différentes étapes. Mais il nous faut répondre à toutes les étapes. La première, c'est que je veux rétablir ce qu'on appelle des peines planchers, c'est-à-dire des peines minimales en dessous desquelles les juges ne pourront pas descendre. Ça a toujours existé dans le droit français jusqu'en 1994. Ça existe aujourd'hui dans la plupart des autres pays européens. Nicolas Sarkozy l'avait rétabli, mais seulement pour les récidivistes et pour complaire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et à la Cour européenne des droits de l'homme. On avait autorisé les juges à garder une certaine appréciation. Je pense que c'était de mauvaise politique. Je pense qu'il faudra peine minimale, peine plancher et peine plafond, qui existe déjà, et l'appréciation des juges, des cas individuels, sera maintenue, mais devra se faire entre ces deux-là, entre la peine plancher et la peine plafond. D'accord. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, j'établirai une vraie perpétuité. Moi, je me souviens quand la gauche a supprimé la peine de mort, elle nous avait promis, donc en 81-82, elle nous avait promis des peines de perpétuité réelles. Aujourd'hui, on est à 18 ans. Salah Abdeslam, le trop célèbre terroriste du Bataclan, sort dans 8 ans, dans 10 ans. Ouais. C'est quand même sidérant. Ouais. Moi, je ne veux pas que Salah Abdeslam sorte de prison. Voilà, c'est simple. Ouais. Et il y en a d'autres, des cas comme ça. Ouais. Troisièmement, les remises de peine. Oui, c'était ma prochaine question. Ouais. Bon, j'essaye d'être logique. Oui, absolument. Absolument. Les remises de peine, il est absolument scandaleux qu'elles soient devenues automatiques, qu'elles soient massives. Tous les 6 mois, on gagne 6 mois, si j'ose dire, quasiment tous les ans, quasiment automatiquement. C'est tout à fait fou. Je me souviens de cette histoire dont je crois d'ailleurs vous aviez parlé, vous, à votre institut, de cette pauvre jeune femme, Natacha Mougel, qui avait été violée, assassinée par un délinquant qui avait pris déjà, pour la même peine, 10 ans de prison, et qui était sorti au bout de 4. Si ce type avait fait les 10 ans, cette pauvre jeune fille serait vivante. Enfin, c'est quand même fou. Et je suis sûr qu'il y a énormément d'affaires comme ça. Vous êtes plus au fait que moi, mais il y en a énormément. Donc, désormais, nous allons limiter drastiquement ces remises de peine. On peut imaginer un système de 2 mois, vous voyez, qui serait réduit par an, et encore au cas exceptionnel de réelle bonne volonté, réinsertion, etc. Ouais. Par ailleurs, j'en ai fini, par ailleurs, il faut rétablir, parce que j'ai discuté aussi avec les surveillants de prison, qui sont effarés par ce que deviennent les prisons. C'est porte ouverte en permanence. Donc, il faut rétablir une véritable discipline à l'intérieur des prisons et donner des pouvoirs réels de discipline aux surveillants de prison. Voilà. D'accord. Vous en avez un petit peu parlé, mais on peut peut-être rapidement revenir dessus. L'immigration, c'est un sujet central. L'Institut pour la justice avait proposé ce dont vous avez parlé, l'expulsion des délinquants étrangers. Donc vous faites bien le lien, alors on sait qu'il y en a beaucoup qui ont hésité à le faire, vous faites bien le lien entre immigration et délinquance. Mais pour moi, il n'y a pas de discussion même possible. Je suis prêt à discuter avec tout le monde, évidemment. Mais pour moi, c'est une évidence. Ouais. D'ailleurs, je vais vous dire, entre nous, je ne comprends pas très bien cette discussion. Parce que c'est établi historiquement. Ouais. On a tous vu les films américains sur la délinquance des mafias italiennes ou irlandaises, immigrées aux États-Unis. Ces gens étaient catholiques, ils n'étaient pas musulmans. Enfin, vous voyez, ils étaient ni algériens, ni marocains, ni africains. Voilà, ils étaient européens, ils étaient catholiques, et il y avait une surdélinquance immigrée. Il y avait même une mafia juive de Pologne qui a immigré aux États-Unis. On sait tout cela. Je ne vois pas pourquoi on s'offusque. L'immigration
est un traumatisme puisque c'est une transplantation dans un milieu extérieur. Donc évidemment, ça provoque des déséquilibres personnels. C'est une première chose. La seconde, c'est qu'évidemment, nous avons en plus, nous, une population qui a été colonisée par la France et qui est travaillée, je dis évidemment pas tous, il y a des gens qui aiment la France et qui sont bien contents d'être en France et qui veulent vivre à la française, mais il y en a beaucoup d'autres, et en particulier chez les jeunes, la troisième génération, qui sont travaillés par le ressentiment anti-français et qui veulent faire payer quelque chose à la France qui a colonisé leur père et leur grand-père, et certains psychanalystes ajouteraient, qui a en plus vu leur père et leur grand-père venir demander du travail dans l'ancienne mère colonisatrice, la marâtre colonisatrice. Je pense qu'il y a ces rapports psychanalytiques, je ne suis pas assez calé pour expliquer ça, mais vous voyez toute cette problématique aux confins de la transplantation, les traumatismes, le ressentiment historique et le ressentiment psychologique. Tout ça fait sans oublier le vieux conflit entre les civilisations islamiques et chrétiennes qui a toujours existé depuis la naissance de l'islam et qui vous voyez, donc tout ça fait que nous avons un terreau, oui, un terreau de cette immigration qui est très criminogène et très qui pousse à la délinquance. Voilà, donc nous allons arrêter l'immigration, nous allons établir l'immigration zéro. Et vous verrez que la sécurité des Français ne s'en portera que mieux. Alors, autre question, un sujet qui tient très à cœur l'Institut pour la justice, ce sont les victimes. Et je voulais avoir un petit peu votre sentiment. Est-ce que vous estimez, vous, que les victimes sont bien traitées en France ou qu'il y a des choses à améliorer? Les victimes sont maltraitées en France et les coupables sont bien traités. C'est d'ailleurs une très vieille histoire. Je pense que le basculement historique est dans le texte fameux que d'ailleurs les collégiens apprennent aujourd'hui. Ça m'a frappé ça. Nous ne l'apprenions pas quand nous étions au collège. Nous apprenions d'autres textes de Victor Hugo. Je pense que ce n'est pas un hasard. La fameuse journée d'un condamné. Vous savez, Victor Hugo était un génie. C'était un des plus grands écrivains français, c'est une évidence. Et qui a utilisé son génie littéraire pour des causes diverses, et en particulier pour un sentimentalisme exacerbé qui correspondait à son tempérament. Alors parfois ça donne un humanisme absolument magnifique, c'est Gavroche, c'est Cosette, c'est Les Misérables, tout ça est sublime, et puis parfois ça emprunte de mauvaises causes. Et là je pense que c'est une mauvaise cause. Son texte, qui est superbe, littérairement évidemment comme toujours, met l'accent sur un condamné à mort et en fait non seulement un héros, mais une espèce de victime de la société. Je pense qu'il y a là un basculement culturel fondamental, qu'on voit un siècle après, quand Robert Badinter abolit la peine de mort, il dit, il était avocat évidemment, un grand avocat, il dit, mais moi j'ai toujours été du côté des victimes, des coupables, des condamnés, je défends toujours les condamnés, et même il montre un certain mépris, en tout cas une certaine condescendance pour les victimes. Et je pense que vous voyez, il est l'enfant de Victor Hugo. Bref, aujourd'hui nous avons une gauche qui le dit et une droite qui ne le dit pas mais qui le pense. Pour tous ces gens, la prison, c'est le mal. La prison, c'est l'école du crime. Moi j'ai l'habitude, j'aime les boutades, donc je dis oui c'est une école du crime, mais où les élèves arrivent surdiplômés souvent. Donc il faut nous défaire de cette philosophie. C'est pas facile, hein. Il y a un combat idéologique, culturel à mener. Mais en tout cas, nous devons le mener, c'est indispensable. Et nous devons dire que les coupables sont les coupables et que les victimes sont les victimes. Il y avait une très belle formule de Napoléon III qui disait il faut que les méchants aient peur et que les bons soient rassurés. Je pense qu'il faut reprendre cette formule à notre compte. C'est très important. Il faut s'occuper des victimes. Je serais prêt même à proposer, puisque nous mettons les avocats dans les procédures, autant que ça profite aux victimes, on pourrait imaginer un avocat pour aider les victimes dans leurs procédures de plainte, etc. Parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Alors que les criminels, leurs agresseurs, sont protégés par les droits de la défense, par l'avocat, par toute une machinerie
payés par nos impôts pour l'aider à se protéger. Je pense qu'il faudrait renverser cela et protéger les victimes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai proposé la défense excusable. Vous connaissez cette notion qui est née du droit suisse en 1937, il y a bien longtemps. Et la Suisse, à ce que je sache, ce n'est pas les westerns tous les jours, et qui permet, si vous voulez, de... Un des pays les plus sûrs d'Europe d'ailleurs. Exact, ben oui, qui permet de dire que quelqu'un qui est agressé, s'il se défend, et que la justice, et qu'il prouve qu'il était dans une situation de peur, de stress, d'angoisse, et qu'il excuse sa défense. Je pense qu'il faut que les criminels soient désormais inquiets quand ils commettent leurs crimes et quand ils commettent leurs forfaits. Il n'y a aucune raison qu'ils soient rassurés tout le temps et qu'ils soient protégés par le droit. Il faut renverser cette vapeur-là. C'est pour ça que j'ai proposé aussi la défense excusable pour les policiers et, ce qui n'est pas la même chose, la présomption de légitime défense pour les policiers. Qui renverserait la charge de la preuve. Exactement. Ouais. Vous avez parlé rapidement, vous avez évoqué, parce que les victimes aujourd'hui, vous le savez, ont le droit à un avocat, évidemment, dans les procès, mais vous avez évoqué le fait d'approfondir cette présence de l'avocat. Vous voulez dire que ce serait dès le début des procédures Exactement, exactement. On pourrait imaginer qu'ils ne soient pas laissés comme ça à l'abandon. Pour les accusés, c'est dès le début de la garde à vue, dès la première heure de la garde à vue. Ouais, d'accord. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. J'ai une dernière petite question. Est-ce que vous connaissez l'Institut pour la justice? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des bons échos? Je le connais depuis longtemps parce que je reçois vos textes. En plus, vous avez des intervenants que je connais, comme le préfet Michel Auboin, ou que j'ai lu, comme je crois qu'il est pédopsychiatre, Maurice Berger, qui est tout à fait remarquable, dont je lis les textes, les interviews de façon vraiment toujours passionnée. Ouais. Et en plus, vous avez toujours fait des rapports très intéressants. Vous avez été en pointe dans toutes ces histoires de défense des victimes. Et pour moi, ça m'a alerté. Et c'est pour ça que j'ai fait le lien avec l'idéologie dominante, dont je vous ai parlé, de Victor Hugo, etc. Donc je pense que vous êtes à la pointe de ce combat, à la fois culturel et en même temps politique, c'est-à-dire qui est indispensable. Et donc d'ailleurs j'ai repris, vous avez vu dans mon programme, je me suis servi de vos notes, de vos travaux. On n'invente rien comme ça tout seul dans sa tête, on se sert du travail des autres. On dit toujours qu'un livre est écrit avec le livre des autres, et bien moi aussi mon programme est écrit avec le programme des autres. Merci beaucoup Éric Zemmour d'avoir répondu à nos questions.